Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Joseph Montréal, condamné pour profilage racial par la Cour supérieure qui a donné raison à la Ligue des Noirs du Québec. Écoute, et on parle même de racisme systémique. Ça, c'est les tribunaux qui disent ça. Ça va faire une pression auprès de François Legault pour qu'il prononce les mots racisme systémique, là. Il va quasiment être obligé, lui, il voulait rien savoir de ça, mais là, il va être obligé de mettre un genou à terre, presque, là. Je ne sais pas s'il va être obligé de mettre un genou à terre, mais c'est évident que ça lui met davantage de pression. Évidemment, tu comprends que le chef du SPVM, Fadi Daguerre, n'avait pas aidé la cause de la ville de Montréal en reconnaissant l'existence de la pratique au sein du SPVM. Et maintenant, au premier chef, ça met Valérie Plante dans une drôle de situation. Ou bien elle accepte donc de payer je ne sais combien de gonzillions de dollars, pour reprendre une expression de Richard Martineau, aux plaignants, ou bien alors elle décide de porter la cause en appel, et si elle porte la cause en appel, ça risque d'être une sorte de moment un peu embarrassant pour elle, oui, qui idéologiquement est tout à fait proche donc de ce courant d'idées. Pour le reste, Richard, effectivement, comme tu viens de le dire, le juge inscrit cette décision dans le contexte plus général de ce qu'il appelle l'existence du racisme systémique. Alors évidemment, à partir du moment où tu adhères en partant à cette théorie, ben, tu as franchi 95% du chemin qui te conduit inévitablement à conclure à l'existence du profilage racial. Maintenant, y a-t-il ou pas profilage? Tout dépend de comment tu définis le phénomène. Si par profilage, tu entends le fait d'arrêter, d'interpeller quelqu'un sans la moindre preuve, sans le moindre soupçon, tout simplement en raison de sa couleur de peau, c'est évidemment inacceptable. Par exemple, interpeller un jeune noir tout simplement parce qu'il est au volant d'une voiture luxueuse, alors que tu n'aurais pas fait cette interpellation si le conducteur avait été un jeune blanc. Est-ce que c'est du profilage, ça? Ben oui. Et c'est évidemment inacceptable. Mais si d'un autre côté, tu dis, par exemple, qu'il y ait davantage de présence policière dans un quartier X plutôt que dans un quartier Y, parce qu'on sait qu'il y a plus de criminalité dans le quartier X que dans le quartier Y, et que dans ce quartier X, tu as davantage de gens de telle ou telle ethnie, ça, c'est pas du profilage, c'est tout simplement une allocation de ressources proportionnée à la dangerosité statistique des divers quartiers. Enfin, et puis pour le reste, les policiers doivent faire des interpellations, des fois. 2h du matin, une auto passe, ils font une interpellation, ça va bien, ils regardent l'auto, etc. Bon, on dirait là que dès qu'ils font une interpellation et que c'est une personne racisée, on crie tout de suite au profilage racial, alors que peut-être ce policier-là a fait 20 interpellations avant. Puis il y avait toutes sortes de monde, des blancs, des noirs. Est-ce que tu te rappelles, par exemple, de l'incident à la sortie de ce fort connu bar de Québec, le Dagobert, où évidemment des jeunes avaient hurlé à la discrimination et au racisme, et finalement, en creusant, on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait ça la vérité. Mais bon, tu as raison, ton point de départ était, est-ce que ça va mettre une pression accrue sur François Legault? Probablement. Et c'est assez drôle, Richard, que cela survienne au moment où j'ai l'impression que dans le reste de l'Occident, on élève de plus en plus la voix pour critiquer certains pans, du moins, de cette idéologie woke. Mais, comme j'en ai souvent discuté avec toi, je fais la prédiction que le Québec et le Canada seront parmi les derniers endroits à prendre leur distance des volets les plus excessifs de cette idéologie. Maintenant, bon, est-ce que les forces policières au Québec et au Canada doivent revoir leurs pratiques? Mais bien sûr que oui. Mais écoute, là, on sait que les jeunes futurs policiers qui étudient à l'école de police de Nicolette,
quand ils terminent leurs études, on leur demande où c'est que vous voulez aller travailler. Et il y en a beaucoup qui disent n'importe où, sauf à Montréal. Parce qu'à Montréal, premièrement, tu passes ton temps à faire une job de travailleur social plutôt que de police. Tu es pogné avec des gens qui ont des troubles de santé mentale, puis c'est pas ça que je veux faire. Deuxièmement, il y a tout le temps des manifestants qui te filment, évidemment, et qui vont sortir le segment qui les intéresse puis qui te met dans la barra. Et là, tu te retrouves devant le comité de déontologie et c'est pas drôle. Et troisièmement, dès que tu arrêtes quelqu'un qui est racisé, on va crier au racisme. Fait que là, il manque de policiers à Montréal. Ça va pas aider la situation, ça. Et c'est en plus de tout ça auquel je souscris, c'est aussi la nouvelle idéologie, la nouvelle façon de faire au sein du SPVM depuis quelques années, où on est beaucoup pour la police communautaire, la police de quartier, la police gentille, la police travailleur social, et certainement qu'il y a de bons côtés à ça, en autant évidemment qu'on ne devient pas gnagnan et fleur bleue et qu'on oublie que la mission fondamentale de la police, c'est de faire régner l'ordre. Et toi et moi, dans cette même émission, il n'y a pas 2 jours, je pense, on parlait de la police particulièrement à Paris pendant les Olympiques. On s'entend-tu que la police française n'a pas tout à fait la même idéologie que les polices québécoises? Eux, leur job, c'est de faire la police. Écoute, politique maintenant québécoise, je reviens sur la chronique que tu avais écrite sur Denis Coderre. Denis va pas là, tu vas te faire mal. Et voilà, Richard, je pense que c'est fait mal. Il est fini, F-I-N-I, fini. Les carottes sont cuites, recuites, collent dans le fond du chaudron. Et moi, Richard, tu vas devoir jeter ton chaudron. Écoute, et son chien est mort. Voilà, après une réclamation de 66 000 pour 2021 et 2022, maintenant c'est une réclamation de 67 000 pour 2023. On en est donc à 133 000 $. Conclusion, il ne pouvait pas ne pas savoir. Richard, c'est pas comme recevoir un nouvel avis de cotisation où ils te disent « Finalement, on aura calculé nos affaires, puis vous nous devez 3 000 parce que vous avez réclamé telle déduction auquel vous n'avez pas droit. » C'est pas comme dire « Ah, vos acomptes provisionnels ont été insuffisants, donc on vous demande un petit 2 800 de plus. » Non. Là, on parle de 133 000 $ sur 3 ans. Alors, de 2 choses l'une. C'est pas compliqué. Ou bien les députés libéraux et l'état-major du PLQ vont lui dire carrément que sa candidature n'est pas souhaitée, voire même qu'elle ne sera pas acceptée. Tu as déjà la députée Notre-Dame-de-Grâce, Mme McGraw, qui s'est exprimée. Tu as Marois Risky, qui a été dénué de toute ambiguïté sur le sujet. Donc, les libéraux vont lui dire « On ne veut pas de toi ». Ou alors, s'il persiste, ses appuis vont tout simplement s'effondrer. Dans un cas comme dans l'autre, il est fini et indépendamment de ce qu'on peut penser de Denis Coderre, même si je l'avais prévenu qu'il allait se faire mal, moi je souhaite pas du mal aux gens. Je voudrais que ça se finisse autrement. Non. Là, ça va finir en humiliation et en bouffonnerie. Non, en même temps, il a couru après, parce que je m'excuse, quand tu dois 133 000, tu reçois des avis. Oui. Tu as reçu des avis. Oui. À de nombreuses reprises, tu as reçu des avis. Fait que soit il n'a pas ouvert ses enveloppes, ou soit il a ouvert ses enveloppes, puis il a du bof. Je m'en fous. Je me lance quand même. Je suis Denis Coderre. Richard, à un moment donné, son ego était trop gros. Là. Voilà. Richard, l'autre jour, je dînais chez un chum qui était mordu de politique américaine et qui était très, très fâché du fait que la presse québécoise a toujours largement respecté la vie privée des hommes et des femmes politiques, ou en tout cas n'ose pas trop fouiller, alors qu'aux États-Unis, la moindre petite pécadille, le moindre petit ticket de contravention, il y a 17 ans, revient te hanter.
Ben, effectivement, à un moment donné, Denis Coderre a probablement pensé que dire « c'est pas de vos affaires », ça suffirait. Mais quand tu es rendu à 133 000 $ à Revenu Québec, ben là, à un moment donné, là, voyez-vous le mammouth dans la pièce d'à côté? Non, écoute, là, ça n'a pas de sens. Là. Je sais pas comment il va payer ça. Là, 130 000, je me dire, là, si j'avais un avis où je devais 133 000 là, je me sentirais mal en maudit. Richard, Richard, c'est même pas la chefferie du Parti libéral. N'importe quel modeste kidam qui veut se présenter à une investiture de comté pour être un député d'arrière-ban, n'importe qui commence par passer en revue sa situation et à se demander, y a-t-il des choses qui pourraient revenir me hanter? Écoute, ou bien, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est totalement irresponsable. Écoute, il pourrait même pas se présenter comme marguillier dans une paroisse de Saint-Cyril de Wendover. Oui. Je pense, avec hey, 133 000 Est-ce que tu me laisses une petite minute? Une petite minute, toute petite. Mon gardien du temps sera pas content, mais vas-y. OK, ben tout simplement, tu te rappelles au mois de février 2024, l'émission Enquête avait produit un documentaire, un reportage qui avait beaucoup cogné, qui s'appelait Trans Express et qui remettait en question la vitesse avec laquelle on se lance dans les transitions de sexe au Québec avec bloqueur de puberté, chirurgie et tout ça. Et le lobby trans, ou en tout cas la partie radicale du lobby trans, avait grimpé au rideau, avait hurlé et tout, avait déposé des plaintes. Eh bien, j'invite nos auditeurs à lire le rapport de l'ombudsman de Radio-Canada, Pierre Champoux, dans lequel il dit que selon les critères habituels du journalisme, l'exactitude, l'équité, l'équilibre et tout, le reportage est largement confirmé, disait vrai et reste un exemple indéniable de rigueur journalistique. Mais il y a eu du vandalisme. Il y a eu du vandalisme à Radio-Canada. C'est un lobby qui est vraiment très puissant, qui fait beaucoup peur aux gens et qui est assez violent comme lobby. Voilà. Et on dirait qu'on n'a pas le droit de rien dire. Tu as vu, là, ils disent si Poilievre là, devient premier ministre du Canada, ça va être une catastrophe pour les LGBTQ. Juste parce qu'il a dit, les mineurs n'auront pas le droit de bloquer de puberté. Ben, c'est ça. Alors, toi, j'ai retrouvé ici ma feuille. L'ombudsman évaluait 4 critères. Exactitude, impartialité, équilibre et équité. Et à la lumière de ces 4 critères, le reportage de Radio-Canada était irréprochable. Et s'il déplaît à des militants, tant pis pour eux. Tu sais, quand tu as un problème avec la vérité, là, tu as un gros problème. Merci, Joseph. À demain. Salut. Ça marche. Salut, bye.